À quelques heures du lancement de la campagne référendaire en République centrafricaine, le chef de l'État, le président Faustin Archange Touadéra, va s'adresser à la nation. Un discours qui sera bien sûr suivi en direct de cette édition spéciale, en direct de la télévision nationale, mais aussi de votre média panafricain, For You Media Africa, et qui sera bien sûr analysé juste après. Mais avant, on va présenter déjà les analystes qui sont ici sur le plateau, en rappelant que c'est une co-présentation, bien sûr avec vous, Bissayo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et ceux qui sont restés fidèles à la grille des émissions de Télé Centrafrique et également qui nous suivent un peu partout. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous avez donc, vous l'avez constaté, donc une co-présentation, comme d'ailleurs tous les soirs, dans le cadre de ces différentes éditions spéciales. Rapidement, on va procéder à la présentation de notre panel. Docteur Yambintimba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Sikanoumbe, bonsoir mon frère Bissayo. Merci. Et bonsoir au peuple centrafricain et merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions d'être là encore une fois de plus dans le cadre de cette édition spéciale. Le président Matomba également avec nous. Bonsoir cher monsieur. Bonsoir Madame Seke, bonsoir monsieur Bissayo, bonsoir à tout le peuple centrafricain. On poursuit le tour de table avec notre expert ici sur le plateau, lui en question de relations internationales, le docteur Eboutou. Bonsoir. Bonsoir chère madame, bonsoir à votre collègue, le co-présentateur ce soir, Merci. que je découvre et que je salue fraternellement. Et j'en profite également pour renouveler ma fraternité à tous les Centrafricains qui nous reçoivent dans leur pays depuis une dizaine de jours déjà. Et merci de me recevoir sur votre plateau. Et enfin, Passion Parfait d'Homme, bonsoir. Bonsoir, princesse Manuela Sikanoumbe. Bonsoir à votre co-présentateur, le grand Bissayo. J'arrive enfin. Bonsoir à Yambintimba, David Eboutou, président Matomba. Bonsoir particulier à l'ensemble du peuple centrafricain. Le 10 D, le début de cette campagne, c'est dès demain, mais déjà dès ce soir. Je pense que le chef de l'État va planter le décor de l'esprit dans lequel cette campagne devait être menée. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent à vos nombreuses invitations. J'ai l'impression que c'est l'Afrique qui me convoque à donner moi aussi mon point de vue dans ce moment extrêmement important, n'est-ce pas, de devenir de notre continent et de ce pays. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme. Eh bien, on rappelle simplement à nos téléspectateurs que, comme vous l'avez suivi, le lancement, c'est bien sûr demain, le 15. Et dans le cadre de nos différentes éditions, nous allons tour à tour aussi recevoir les acteurs, ceux-là qui vont bien sûr participer, ou ceux-là, ces différents partis, je pense bien, qui participent à ce référendum constitutionnel, je peux le dire ainsi. Ils viendront ici sur le plateau pour débattre sur les questions essentielles autour de ce projet de nouvelle constitution. Et bien avant le discours du président, le rappel qui sera, le président qui sera en direct, lorsqu'il sera exactement à 20h. 20h, voilà, heure locale. Un discours qu'on va décrypter. On va commencer déjà avec nos invités sur le plateau, peut-être pour parler des enjeux, des attentes autour de cette adresse à la nation. Effectivement, ce sera un discours qui va orienter, ouvrir le bal de cette échéance référendaire en plus centrafricaine. Oui. C'est l'occasion pour le numéro 1 centrafricain, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, de pouvoir s'adresser à la nation dans l'intégralité, également les centrafricains de l'extérieur, de la diaspora, pour avoir une idée claire de ce processus qui va ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine qui a traversé des moments sombres. Vous savez que la République centrafricaine est représentée négativement sur les chaînes internationales. Il est question aujourd'hui de blanchir la République centrafricaine et démontrer au vu de la communauté nationale et internationale qu'aujourd'hui la République centrafricaine emprunte une nouvelle trajectoire, c'est celui du développement socio-économique. En tout cas, montrer les réalités, c'est-à-dire ce qui se passe réellement en République centrafricaine. Je pense qu'on va passer la parole à nos invités qui sont avec nous sur le plateau. Je vais commencer par vous, docteur Eboutou, peut-être pour le premier jet. C'est un discours attendu du président Faustin Archange Touadéra. Selon vous, quels sont les enjeux autour d'une telle adresse
à la veille justement d'une campagne référendaire qui va réécrire l'histoire de ce pays. Pour faire l'analyse d'un discours politique, Oui. d'un hégémon central comme celui qu'on va écouter ce soir, il y a au moins 3 paramètres qu'on doit tenir en compte et qui nous permettraient de poser une analyse tout du moins objective. Oui. Il y a le contexte, il y a le prétexte et puis il y a le texte. On n'a pas le texte pour décrypter la sémiotique Tout à fait. qui s'y trouve, mais au moins on peut spéculer sur le contexte Tout à et le fait. prétexte. Et quand j'ai convoqué ces 2 approches, on voit très bien qu'aujourd'hui il est difficile de situer ailleurs le discours de l'hégémon centrafricain en dehors de l'actualité prégnante ou prééminente ici, à savoir celui qui tourne autour du projet de la nouvelle constitution que se propose de porter ce pays à travers ses principaux dirigeants. Et donc je crois que logiquement le président qui en est aujourd'hui la principale vitrine, qui assume ce nouveau projet constitutionnel-là, devrait, à mon sens, en décliner quelques leviers pour les soumettre à l'attention de ses concitoyens, afin que ceux-ci, qui n'ont pas toujours eu le temps ou alors qui n'ont pas suffisamment écouté son postulat dans ce nouveau projet constitutionnel-là, qui leur en disent plus. Et je crois qu'il pourrait donc revenir sur quelques innovations. Oui. Et justement rappeler ce qui marque le hiatus entre l'ancienne constitution, celle du 30 mars 2016, et le nouveau projet constitutionnel dont il se propose d'être la vitrine. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure vitrine que lui-même pour expliciter la teneur, la profondeur des enjeux qui sous-tendent cette visée-là. Parce que, et c'est là, je crois, le plus important, aujourd'hui, il est davantage important de rassurer le peuple centrafricain. Vous savez que le président politiquement appartient d'abord, quand bien qu'il soit le président de la République. Oui. Et donc, il a un rôle qui doit être au-dessus des différentes factions politiques, des velléités qu'on peut suivre ça et là. Vous savez qu'on est en Centrafrique et aujourd'hui, il y a encore une partie de l'opposition qui a manifesté. Et donc, il n'y a pas mieux qu'un postulat qui s'aligne sur le fait de rassurer, d'expliquer, d'adopter une posture pédagogique pour dire, en réalité, cette histoire-là n'est pas mienne, n'est pas unicentrée, mais elle est pour nous tous, pour le peuple souverain, d'ailleurs, que je convoque pour décider in fine. Et je crois qu'on ne sera pas loin de là, à savoir qu'on devrait voir un homme d'État, un président de la République qui s'élève, qui se met au-dessus des différentes factions pour essayer justement de converger les opinions en leur disant allons-y discuter autour d'un référendum. Bord, justement. En réalité, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que quelles que soient les couches sociales, les couches professionnelles, toutes les couches politiques, aujourd'hui, il s'agit d'abord du Centrafrique. Un dénominateur commun. Pardon, je sais pas comment. Un dénominateur commun, c'est effectivement, le dénominateur commun ici étant la Centrafrique. Et parce que la Constitution n'est pas une constitution d'une faction politique, d'une faction professionnelle, d'une faction sociale, d'une faction ethnique, religieuse, et ainsi de suite. C'est une faction qui doit fédérer. Et c'est lui qui doit expliquer le principal enjeu qui tourne autour de la fédération, autour justement du consensus qui doit être dégagé dans cet instrument majeur pour la nouvelle Centrafrique que les uns et les autres postulent. C'est lui-même, c'est le président de la République qui en est la principale vitrine. Et donc, j'imagine que en réalité, son postulat discursif ira dans ce sens-là dans quelques minutes et ce sera avec plaisir que nous allons l'écouter pour continuer à discuter, à décrypter les temps forts. Merci à vous, docteur Eboutou. On poursuit Passion Parfendom. Alors, ce discours, le docteur Eboutou l'a dit, un discours qui vient aussi, dans une certaine mesure, rassurer aussi le peuple centrafricain, le président Faustin Archange-Touadéra, qui devrait certainement, en tout cas selon lui, se mettre dans la posture du chef de l'État, de tout le peuple centrafricain. De toutes les façons, tout à l'heure, on écoutera. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un discours qui devrait essayer d'apaiser plus ou moins les tensions? Peut-être, tout à l'heure, on parlait de ceux-là qui ont manifesté aujourd'hui. Un discours qui se veut également rassembleur. Tout de gauche, je pense que
le simple fait qu'aujourd'hui, dans cette capitale de ce beau pays, oui, il y a eu une manifestation d'une partie de l'opposition. Oui, tout à fait. Démontre à souhait la vitalité de l'esprit démocratique dans lequel le chef de l'État veut conduire son pays. C'est-à-dire, il faut donner la liberté, même à ceux qui sont opposés à cette consultation référendaire, de se faire entendre. C'est ça même l'esprit de cette nouvelle démocratie, de cette nouvelle odyssée dans laquelle le chef de l'État veut conduire l'ensemble de son pays. Mais le chef de l'État veut aussi rassurer les uns les autres des moyens qui seront mis en place pour assurer la paix, la sérénité, mais surtout de la propension forte du point de vue sécuritaire, de tout faire pour que personne ne soit brimé, qu'aucune opinion ne puisse être brimée et que chacun puisse s'exprimer ouvertement et librement pendant cette période de cette campagne. Mais son adresse, à mon sens, a aussi pour vocation, j'allais dire, du point de vue pédagogique, effectivement, de dire aux Centrafricains, tout dépend de vous. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contre-feux médiatiques qui sont allumés à l'extérieur, tendant à démontrer que ça va être le chaos dans ce pays, ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué pour ce pays. Le chef de l'État dit à sa population, à son peuple, non. Oui. C'est vous qui avez les manettes, n'est-ce pas, entre vos mains. C'est à vous de dresser, j'allais dire, de sculpter l'espace, le chemin que vous voulez bien prendre pour votre avenir. Il ne s'agit ni de gens qui sont hors de ce pays, ni dans ceux qui sont dans les institutions qui ont tendance, quand il s'agit de l'Afrique, qu'ils ont confiné dans ce qu'ils appellent la périphérie, de donner des injonctions, d'être condescendants et donner l'impression que ce sont leurs avis qui doivent être pris en compte. Non, c'est le rôle premier, on va revenir au peuple centrafricain, effectivement, comme un peuple majeur, comme un peuple mûr, de participer de manière cordiale, de manière fraternelle à cette opposition, du point de vue, n'est-ce pas, des arguments qui devra présider à cette campagne référendaire. Mais je pense aussi que le chef d'État, certainement, je l'estime, va essayer d'expliciter encore plus en profondeur ce qui peut être considéré comme les innovations de cette nouvelle constitution, mais qui iront dans le sens d'un changement qualitatif qui sera profitable à l'ensemble de ce peuple pour effectivement essayer enfin de réaliser ses rêves qu'on connaît, c'est-à-dire tourner la page de la pauvreté, de la misère endémique, des conflits incessants, d'une sécurité presque quasi aussi endémique, d'un rêve de pouvoir enfin faire de Centrafrique un pôle majeur de l'innovation, mais surtout du bien-être, n'est-ce pas, de l'Afrique. Il faut que ce pays-ci donne la possibilité, se dote de possibilités pour démontrer à la face du monde de l'Afrique surtout que quand on a envie, quand on peut, quand on a une certaine ambition pour son propre peuple et pour les peuples qui sont tout autour, on peut produire le miracle. Et ce miracle-là sera contenu dans leur volonté propre à pouvoir faire de cette constitution une arme totalement importante, c'est-à-dire une arme qui va dans le sens de transformer complètement ce milieu, de transformer cet espace, mais de donner aussi du sens à la démocratie. La démocratie centrafricaine doit être une démocratie qui devra servir d'exemple plus tard. C'est pour cela qu'effectivement, il ne manquera pas d'appeler à une mobilisation massive. Certainement, dans parce qu'on sait que c'est aussi un autre défi. In fine, au sortir de ce vote, qu'on a une légitimité assez forte qui pourra être considérée comme un véritable bouclier, n'est-ce pas, qui va détruire tous les arguments, n'est-ce pas, qu'on entend souvent quand il s'agit de l'Afrique, en ce qui concerne les taux de participation, souvent qui ne sont pas du tout robustes et qui ne permettent pas à valider l'ensemble de ces consultations-là. Merci à vous, Patient Parfendom également. On poursuit avec notre invité. Cette fois-ci avec Dr Yomb, les manifestations qui ont été émaillées
dans la journée, en ce qui concerne la classe politique de l'opposition, les principaux acteurs étaient les jeunes qui sont toujours à la solde des hommes politiques en République centrafricaine. On conviendra avec moi que les différentes fractions militaires qui se sont produites dans l'arrière-pays, la plupart des acteurs, ce sont les jeunes qui sont au centre d'inertie de ces actions contre le pouvoir public. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ramener la jeunesse à comprendre qu'aujourd'hui, elle ne peut plus être manipulable à l'issue de ce référendum? Écoutez, le président de la République, en prenant la parole, c'est toujours quand un président de la République prend la parole pour rassurer, pour dire à tout le monde l'importance de l'événement du 30 juillet prochain. Ce rappel qui va se poursuivre avec la campagne qui continuera, j'espère que dans son discours, il sera fort et que la force avec laquelle il invitera les Centrafricains à lire le texte, à faire attention aux innovations contenues dans le texte, à s'intéresser aux dispositions prises pour protéger leurs droits, par exemple, pour les reconnaître, les protéger, pour assurer la sécurité à ce pays, pour permettre à ce pays de se développer et surtout pour, si vous voulez, à la fois proclamer et s'organiser pour assurer la souveraineté de ce pays. Je pense que son discours, s'il va dans ce sens, pourra certainement apaiser les jeunes. Parce que je crois que l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes gens-là se laissent parfois séduire, manipuler, disons séduire, manipuler, se laissent convaincre par ces personnes-là. C'est beaucoup plus, et je crois que le chef de l'État, depuis d'ailleurs, lors de la remise du texte du projet de constitution le 10 juillet dernier à l'Assemblée nationale, je crois qu'il a rappelé que ce texte sera le fondement sur lequel il va s'appuyer plus tard, ainsi que toutes les institutions, pour apporter aux Centrafricains la satisfaction de leurs besoins. Aujourd'hui, dans le contexte dans le contexte dans lequel se trouve le pays, qui n'a pas la pleine maîtrise de sa souveraineté, qui n'a pas sa totale indépendance, il est difficile que le pays ou le président puisse répondre favorablement aux attentes de la population. D'ailleurs, il le dit, le cadre est déjà là, la paix est revenue. On a 97% du territoire contrôlé, ce qui veut dire que désormais, le milieu est désormais propice pour pouvoir, si vous voulez, donner à chaque Centrafricain ce dont il peut avoir besoin pour sa vie. Que ce soit ces jeunes-là, que ce soit ceux qui tentent de les manipuler ou de les convaincre de sortir de la République pour attaquer la République, eh bien, il est possible, grâce à cette constitution, d'y arriver. Le discours du président va nécessairement rassurer. Il va surtout, si vous voulez, motiver, je pense, les plus réticents. Ouais. Les manifestations d'aujourd'hui, ce n'est pas une si mauvaise chose. Ça montre qu'il y a un travail marketing, un travail de communication, un travail si vous voulez, de rapprochement à faire avec tout cela pour qu'ils comprennent que cette constitution n'est pas du tout une manœuvre politicienne. Cette constitution n'est pas du tout, ou cette campagne qui va s'ouvrir bientôt, ce n'est pas une campagne présidentielle pour que quelqu'un conquiert un poste. Pas du tout. C'est une campagne pour que tous les Centrafricains, se tenant la main, viennent enfin dire à tous ceux qui pillent leur pays, à tout le désordre qui est dans leur pays, à tout le chaos qu'on a semé dans leur pays, à toute cette division, à tout ce pillage, à tout ce vandalisme qu'ils subissent, qu'il y a une fin à tout. Et que désormais, eh bien, le moment où tout cela va s'achever est arrivé. À eux d'en décider le 30 juillet, à eux de prendre leurs responsabilités le 30 juillet. Et je pense que c'est dans ce sens-là, nous l'espérons, que le président parlera à tout le peuple. Vous voulez dire que ce serait la fin des multiples crises en Centrafrique?
Ben oui, forcément. C'est-à-dire que l'architecture institutionnelle qui va se mettre en place permettra non seulement d'identifier les crises à temps, mais d'anticiper et de gérer les crises comme il se doit. Donc, on a parlé de ces manifestations, justement, des manifestations qui se sont déroulées sans heurts et qui ont bien sûr été très bien encadrées, ce qui pourrait aussi peut-être décrire justement ce processus, c'est-à-dire ce qui est contenu dans ce projet de nouvelle constitution. On en parlait encore justement la dernière fois en ce qui concerne les libertés, plus ou moins, les attentes, les nouveautés qui sont inscrites dans ce projet de nouvelle constitution. Donc on a peut-être déjà un dessin, une caricature, je ne sais pas des caricatures, un dessin de ce qui nous attend peut-être, une perspective, merci. Tout à fait. Oui, dans ce projet de nouvelle constitution. Tout à fait. Je crois que ça a été si vous voulez, un test grandeur nature de ce que le Centrafrique sera demain. Nos télévisions ont été polluées ces dernières semaines, ces quelques mois par des matraques, des policiers surarmés, militarisés, partout dans le monde. Partout dans le monde. Et je crois que le Centrafrique vient de montrer qu'on peut faire autrement. Tout à fait. On peut encadrer une manifestation parce qu'on doit écouter tout le monde. Ouais. Et le 10 juillet, le président avait expressement demandé que tout le monde soit libre de s'exprimer dans le cadre de ce référendum constitutionnel, que tout le monde se sente libre de prendre la parole, de dire ce qu'il pense et d'exprimer vraiment ce qu'il a au fond de lui, mais que tout cela se passe dans le calme. Il pense, et j'espère qu'il va le rappeler dans son discours aujourd'hui, ce serait une très bonne chose, qu'il rappelle à tout le monde que on est libre d'exprimer ses idées désormais en Centrafrique, et que tous ceux qui hier croyaient que cela était impossible et avaient été obligés d'aller emprunter d'autres voies, peuvent, par ce qui s'est passé aujourd'hui, en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui, revenir simplement en Centrafrique, exprimer leurs opinions comme ils le veulent, parce que clairement, on sent que ce sera une belle campagne. Et une campagne, si tous les acteurs jouent le jeu, parce qu'aujourd'hui le pouvoir a joué le jeu, a bien démontré que tout le monde peut se lever et dire ce qu'il pense. Il faudrait donc que ceux qui sont contre, parce que c'est ce qu'il disait, qu'ils laissent également ceux qui sont pour faire exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent marcher, qu'ils veulent s'exprimer, qu'ils les laissent aussi faire comme on les a laissés faire aujourd'hui. Et on a même rapporté ce qu'ils ont fait. Oui, dans le cadre des nouvelles, de l'actualité, pour que la communication ne soit pas totalement, si vous voulez, confisquée par le gouvernement. C'est une attitude extrêmement intéressante et vous avez vu que dans les très grandes démocraties à travers le monde, ça n'a pas toujours été le cas, ces dernières semaines. Et donc c'est une autre leçon que le Centrafrique donne au monde et nous espérons que tous ceux qui ont aujourd'hui pu bénéficier de l'encadrement de la police et de l'armée pour qu'on ne puisse pas, pour que le reste de la population ne puisse pas s'en prendre à eux, pour qu'ils s'expriment librement, que demain, après-demain, quand la campagne démarrera, qu'ils comprendront que ce sera le tour des autres de pouvoir s'exprimer aussi. Effectivement. Président Matomba, nous savons pertinemment qu'aux premières heures de son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République a toujours prôné la question de la main tendue à toutes les sociétés, les centrafricains de tous les segments. Est-ce dire qu'aujourd'hui, le président Touadéra veut rassembler tout le monde autour d'une nouvelle constitution? Il faut dire que quand on est élu président de la République, on n'est pas élu président de la République pour son parti. C'est pour cette raison qu'on parle de république. Sinon, on dirait tout simplement élu le président du parti. Mais vous êtes élu pour tous les citoyens. Et on peut constater tout de suite que le président Touadéra est l'élu de tout le peuple centrafricain. Qu'il soit interne ou externe, il est l'élu, le principal, ou alors le dirigeant, celui qui a reçu le suffrage des Centrafricains pour diriger ce peuple. Alors il est au-dessus de toutes les formations politiques, y compris la sienne. Et l'adresse d'un président de la République est sacrée.
Vous savez, quand vous êtes dans un village et qu'on vous dise que le chef va parler, tout le monde s'arrête. En fait, ceux qui allaient au champ n'y vont plus, n'y vont pas. Ceux qui faisaient des petits travaux ou bien d'autres choses s'arrêtent pour écouter ce que le chef a à dire, parce que le discours du chef, en réalité, est sacré. Et le discours du chef, il n'est pas seulement sacré, mais il va au-delà des considérations politiques, religieuses et ethniques. C'est pour cette raison que lorsque le chef de l'État doit s'adresser à la nation, toute la nation s'arrête, l'écoute et continue, n'est-ce pas, à bouger, si vous voulez, après l'adresse du chef de l'État. Lorsque je l'ai dit, je me suis amusé aujourd'hui en journée à faire le tour d'Internet, si vous voulez, et je voulais, par ce tour-là, comprendre, voir un peu ce qui est dit de la République centrafricaine sur les réseaux sociaux. Mais rassurez-vous, sur la plupart des moteurs de recherche, la plupart des sites, le référendum n'est pas un enjeu, ce qui est curieux. Ce qui est mis en avant, c'est une affaire de troisième mandat. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut dire aux Centrafricains que le développement de votre pays n'est pas important. La construction de la paix dans votre pays n'est pas important. En réalité, ce qui est important, c'est le troisième mandat, une histoire de troisième mandat. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous allez observer les mouvements de ceux dont vous parliez tout à l'heure, vous allez voir qu'on ne parle pas du référendum en tant que d'une refondation de la loi fondamentale, mais on est accroché à une affaire de troisième mandat. Écoutez, c'est un élément de langage précis de ceux-là qui nous ont entraînés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie occidentale, puisque c'est ce qu'on applique, ce n'est pas la démocratie africaine qu'on applique. Et ils nous ont entraînés dedans, et ils nous font croire que c'est une succession de mandats qui font en sorte que nos pays se développent. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, en 2016. Il arrive dans un pays en pleine transition qui est complètement divisé, dans lequel la ville même de Bangui a des hommes armés qui sont qualifiés de groupes armés, politico-armés, pour utiliser, n'est-ce pas, les beaux mots, politico-militaires, les beaux mots qu'on, n'est-ce pas, on nous impose dans notre langage, des politico-militaires, dans la ville de Bangui. Il faut sécuriser les Centrafricains qui vivent pour la plupart dans la peur. Plusieurs décident de partir du pays, se retrouvent dans des pays frontaliers. D'autres décident d'aller plus loin parce qu'ils estiment que dans ces conditions, ils ne doivent pas vivre. Première mission, parce que quand on observe, c'est qu'il faut sécuriser le pays. Et sécuriser un pays qui, depuis 65 ans, ce n'est pas un jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que c'est l'arrivée du président Touadéra ou même de son prédécesseur qui ont déstabilisé le pays. Ou alors le gouvernement de transition passé. C'est depuis plusieurs années. Le Centrafrique, la proclamation de l'indépendance, c'était en 1958. Et le pays, depuis toujours, vit dans des coups après coups, des coups après coups. Et on a l'impression que rien ne se passe. Donc, l'une des premières missions, c'était de sécuriser, et je pense que ça a d'ailleurs été fait, puisqu'aujourd'hui, vous avez pratiquement 97% du territoire qui est contrôlé par, n'est-ce pas, le pouvoir central. Oui. L'État centrafricain. Ça veut dire que cette première mission a été réussie. Mais attention, on n'a pas sécurisé 97% du territoire pour un parti politique ou pour le président de la République. C'est pour tous les Centrafricains. Et il se trouve donc que pour que ce pays, entre parenthèses, en dehors de la sécurité, se développe, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi depuis 60, si vous voulez, ou 58, ça ne marche pas?
lorsqu'on fait dans le bilan, on se rend compte que la loi fondamentale, qu'est la Constitution, est un problème, est une des causes du sous-développement de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple centrafricain mature, parce qu'on ne peut pas considérer ce peuple d'immature, puisqu'il est l'initiateur de la refondation de la Constitution. Effectivement. Le président ne fait que suivre la volonté du peuple. Oui. Je crois que si ce projet émanait du président, on pouvait se questionner sur sa volonté de vouloir, oui ou non, rester au pouvoir et autres. Mais c'est une volonté du peuple, de la maturité du peuple centrafricain qui dit cette loi fondamentale est un problème pour nous. Et demande au président d'aller vers la refondation. Parce que, vous savez, quand on parle de modification constitutionnelle, le plus souvent, c'est des réformes. Oui. C'est juste quelques Mais ici, on a une constitution qui est complètement, qui est entièrement écrite. Oui. Donc, on parle de refondation de la constitution. Et d'une nouvelle république. Je crois qu'après avoir remis les documents le 10 juin dernier à l'Assemblée nationale, juillet, autant pour moi, à l'Assemblée nationale, il est de bon ton que le président s'adresse donc à ce peuple-là qu'il a élu. Qu'il dise au peuple, vous m'avez donné mandat pour ceci, et je dois vous conduire vers les meilleures conditions de vie. Je ne peux pas m'abstenir de répondre à vos besoins, parce qu'en réalité, vos besoins me conduisent aujourd'hui à mettre ce projet de constitution sur la table pour que vous puissiez choisir. Même s'il émane de vous, il y a quand même certaines réticences. Et il faut laisser la liberté à ces derniers de s'exprimer. Oui. Je crois que son adresse à la nation aujourd'hui sera dans le sens de dire au peuple, je vous retourne la balle. Vous m'avez demandé de porter le projet de constitution, je l'ai fait, je l'ai assumé et je le mets donc à votre disposition pour que vous puissiez permettre à notre pays de sortir, n'est-ce pas, de la misère, de sortir de l'instabilité, de sortir de la domination. J'espère qu'il le dira. Parce qu'en réalité, on ne peut pas construire un pays avec 200 milliards de budget. Pour ce petite illustration, pour ceux qui peuvent comprendre ce que ça veut dire, la ville de Douala au Cameroun a presque 100 milliards de budget. Ça veut dire que le double, 100 milliards, 200 milliards, ça fait ce qui est le budget qui représenterait le budget de la République. On ne construit pas un pays avec ça. C'est-à-dire que malgré toutes les exigences qu'on pourrait avoir vis-à-vis des autorités, on doit quand même comprendre qu'il y a des difficultés avec lesquelles les autorités ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles font. Mais alors, quand elles-mêmes, les autorités, ont découvert où se trouve le nœud du problème, pour un pays aussi riche que le Centrafrique, il est de bon ton que les populations se lèvent et disent aujourd'hui, nous voulons ce développement basé sur notre véritable indépendance. Je pense que, je souhaite que le président revienne sur la véritable indépendance dans son discours. Parce qu'en réalité, il s'agit de cela. C'est une nouvelle étape qui, ma foi, donnera une véritable indépendance et souveraineté au Centrafrique. Mais j'insiste aussi sur le fait que son discours doit être le discours du papa qui s'adresse à ses enfants. C'est-à-dire, parmi les enfants, il y a ceux qui sont assidus, il y a des têtus, il y a des récalcitrants, il y a des sages, il y a. On ne jette pas un enfant parce qu'il est devenu bandit. On l'amène à ne plus devenir bandit. Je souhaite pour ma part que dans son discours, dans son adresse à la nation de tout à l'heure, qu'il puisse, n'est-ce pas, parler à tous ces enfants qui sont aujourd'hui les enfants de cette chère patrie et qui doivent ensemble construire le Centrafrique et par conséquent l'Afrique.
Vous avez touché un peu le chapitre économie, donc nous allons pouvoir nous entretenir avec Dr Yomb. La République centrafricaine, le revenu national est à presque 90% fiscal, ce qui fait qu'aujourd'hui, les recettes au niveau de l'État ne peuvent pas répondre à toutes les exigences du pays. Aujourd'hui, les questions au regard de cette nouvelle constitution de permettre à ceux qui gèrent les affaires publiques d'avoir la même mise sur les gisements du sol, du sous-sol, les matières premières, pour non seulement les exporter à l'extérieur, mais également de pouvoir les industrialiser. C'est ce qui va apporter plus de portefeuille pour permettre aux plus hautes autorités de la République de faire face aux charges régaliennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, au cours de la campagne présidentielle de 2021, je crois que c'était en décembre 2021, le président Touadéra avait un projet politique qu'il a soumis aux Centrafricains. Et les Centrafricains, ça n'a pas été facile. Mais ils ont fini, en le lisant, ils ont fini par l'adopter et lui confier à nouveau la direction du pays. Ce projet de société comportait un certain nombre de, si vous voulez, de projets, de programmes, etc. Et devait normalement être couvert par 42 milliards de dollars d'investissement en 5 ans. Quand vous voulez investir 42 milliards de dollars dans un pays qui a 2 milliards de dollars de PIB, dans lequel, par exemple, au cours de cette année, vous avez, en gros, vous avez dit 90%, c'est-à-dire, en fait, vous avez 260 milliards de recettes fiscales-douanières, il est évident que vous n'allez pas du tout trouver les moyens d'investir grâce à ces recettes fiscales-douanières. Vous devez trouver de l'argent. Vous devez susciter des investissements au niveau par les nationaux, mais également par l'étranger à travers des investissements directs étrangers. Le président de la République, évidemment, ne peut pas se lever et faire tout ce qu'il veut. Le président de la République est tenu par une constitution et par des lois. Et naturellement, l'ancienne constitution, celle de 2016, ainsi qu'un certain nombre de lois qui en émanaient, ont empêché ce pays de pouvoir trouver ces investissements-là et de pouvoir développer, commencer à apporter aux Centrafricains la satisfaction à leurs besoins. Je prends un exemple. En 2022, ce pays a perdu des investissements de l'ordre de 2,5 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près, ça fait à peu près 1500 milliards de francs CFA, malheureusement parce que un certain nombre de dispositions constitutionnelles ont provoqué une crise institutionnelle qui a bloqué cet investissement-là. Et il est donc intéressant de noter que dans le projet de la nouvelle constitution, tout cela a été clarifié. En fait, la majorité des institutions, ou disons des crises potentielles qui pourraient exister entre les institutions, ont été levées. Et j'espère que ces investisseurs, si jamais ils nous entendent, qu'ils puissent revenir avec tout ce qu'ils voulaient mettre en Centrafrique, parce que rien en termes d'opportunités n'a changé. Par contre, ce qui a changé, c'est la qualité du milieu, de l'environnement des affaires, c'est la qualité de la législation sur les affaires, c'est une constitution nouvelle qui permet donc de sécuriser les investissements tout en mettant des garde-fous pour que les investisseurs ne pillent pas le pays, pour que les investisseurs, dans une synergie productive avec le peuple, puissent en fait arriver à la fois à gagner de l'argent, mais en même temps à contribuer à la construction du pays. Donc, soyez rassurés sur ce projet de nouvelle constitution, et j'espère que le président de la République, dans son adresse ce soir, va ouvrir, si vous voulez, cette compréhension aux Centrafricains pour qu'ils voient à quel point cette nouvelle constitution pourra lui permettre à son gouvernement, à l'Assemblée nationale, qui, quand on tient compte du fait que le projet Sango est par exemple constitutionnalisé et va relever du domaine de la loi, c'est-à-dire d'une discussion, d'une adoption par le Parlement, eh bien, et toutes les autres institutions, que tout cela va conduire justement à relever le niveau de trésorerie de l'État, enfin, comme conséquence des investissements qui seront faits non seulement par tous ceux qui sont ici,
Parce que, par exemple, la plateforme Sango va permettre à tout le monde, tous les fonctionnaires, tous les commerçants, d'investir 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs et d'espérer ainsi, donc, dans le cadre de ce projet, devenir copropriétaire et pouvoir gagner de l'argent grâce à cet investissement minimal. Mais surtout, les investisseurs importants qui sont là, qui sont tout autant des multinationales que des hommes d'affaires locaux, mais aussi tous ceux qui peuvent investir de l'extérieur et qui pourront être intéressés par les opportunités en Centrafrique. Et cela va être relayé par une communication gouvernementale qui présentera ces opportunités à l'extérieur. Je crois que les Centrafricains vivront mieux et ça, c'est ce que ce projet de nouvelle constitution va leur apporter. Merci à vous, Dr Yambre. On poursuit notre tour de table, bien sûr, avant cette adresse à la nation du président Faustin Archange Touadéra. Passion parfaite d'homme et bien participer, c'est une chose. Mais participer massivement, c'est aussi l'autre enjeu autour de ce référendum constitutionnel, du moins de cette campagne. Alors, est-ce qu'un tel discours aussi peut être... et aussi, pourquoi pas, dans le but de convaincre également les plus sceptiques, que ce soit le oui ou le non, il est important pour tout le peuple centrafricain, justement, de participer à ce référendum. Mais effectivement, je crois que le chef de l'État ne manquera pas, à travers ce discours, de procéder à un exercice qui consistera à inviter le plus grand nombre à participer à cette expression de la démocratie, qui est tout simplement le fait que pendant la campagne, on a des avis divergents. Effectivement. Mais nous allons surtout aller consacrer nos divergences dans les urnes, par le vote. Et pour que cette constitution puisse avoir le poids qu'il mérite vis-à-vis des questions de refondation de l'État, des questions de la réappropriation de la souveraineté du peuple centrafricain, il faudra que ce soit une participation massive qui ne laisse aucun doute dans l'esprit des rédacteurs d'un côté, mais aussi dans l'esprit de ceux pour qui cette initiative était quelque chose de très dangereux pour leurs propres intérêts. Il faudra que vraiment qu'on tranche de manière nette et qu'on voie de quel côté, n'est-ce pas, l'opinion du peuple s'est dirigée. Je crois que c'est un exercice d'exorcisme collectif, exorcisme des démons qui ont de tout temps contribué à faire de ce pays, c'est Eboutou qui a la meilleure formule, un pays failli, un pays complètement déchiré, en lambeaux, en charpie, où l'État n'existe pas, où la souveraineté est une vue d'esprit. Donc il faudrait que les Centrafricains parlent bien de cet exercice d'exorcisme collectif, n'est-ce pas, qui aura pour aboutissement cette élection, enfin dire oui ou non, s'ils veulent continuer leur marche en avant, ou bien alors s'ils veulent continuer à être contenus dans cette espèce de trou noir qui a été, depuis la présence des maîtres coloniaux dans cet espace, la chose qu'on leur a réservée. Le monde entier regarde la République centrafricaine. Tout à fait. L'Afrique regarde la République centrafricaine. La sous-région et tous les peuples de cette sous-région regardent la République centrafricaine. C'est un exercice au-delà de la communication, mais c'est un appel, n'est-ce pas? Un appel au peuple centrafricain en disant debout, c'est le moment de participer à cette grande décision qui va impacter sur les générations futures, qui va impacter sur votre capacité de dire au monde que vous êtes la République centrafricaine. Et je pense sincèrement que les uns et les autres vont le comprendre. Je pense que l'objectif, c'est deux choses importantes. Un, refonder l'État. Deux, se réapproprier de la souveraineté nationale. Et là-dedans, vous mettez tout. Vous mettez la question culturelle, avec, comme on a vu, l'adoption de Sango comme langue officielle, et c'est une langue nationale. Et la question culturelle, par la réorganisation des chefferies traditionnelles, comme l'a stipulé dans la Constitution. Mais sur le plan social, toutes les réformes pour amener encore un plus grand nombre de femmes, de jeunes, à participer à l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir, mais surtout à mieux être dans des conditions de domestication du savoir et du savoir-faire
pour qu'ils se libèrent, qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent aussi apporter des petites pierres, n'est-ce pas, dans l'escarcelle national qui va permettre à la République centrafricaine de compter comme un pays majeur, un pays qui ne sera plus tributaire autant pour moi, des aléas internationaux, n'est-ce pas, et aussi des humeurs de ces plateformes de la finance internationale, surtout de leur robinet financier. Il faudra que ce pays ait les moyens de manière endogène de tracer sa voie, d'orienter son développement, mais surtout de faire ses choix de manière autonome, de manière libre, de manière indépendante. Et ça, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. Et ça demande donc d'expliquer, de réexpliquer 1000 fois la tâche. Il faudra aller à l'abordage pour expliquer à tout le monde la nécessité, l'utilité de bien fonder de cette nouvelle constitution qui va enfin donner les armes dont ce peuple a besoin pour s'affranchir de toutes les tutelles que nous connaissons, mais surtout d'une domestication de leur propre volonté légitime à s'affirmer comme un peuple libre et souverain. Et par rapport à cela, je pense que l'attitude du président Touadéra tout à l'heure devra être une attitude de conciliateur, de rassembleur, celui qui rassure, mais celui qui promet aussi, même à ceux qui vont voter contre cette constitution, qui seront toujours les enfants de la République. Et ça, c'est le plus important, à mon sens, qu'il faudra être capable d'exprimer dans cet exercice, parce que c'est extrêmement important pour que, plus que jamais, personne ne se laisse plus manipuler par qui que ce soit et comprenne bien la nécessité pour ce peuple et pour ce pays, enfin, de pouvoir compter dans le Conseil des Nations libres, des nations indépendantes et des nations souveraines. À mon sens, ce sont ces deux piliers qui doivent être le souci majeur dans l'adresse du chef de l'État à sa nation aujourd'hui, qui va se décliner évidemment par d'autres argumentaires tout au long de la campagne. Le message clé de cette question générale. Donc, aux Centrafricains de le comprendre et de prendre leurs responsabilités. Merci à vous, patient Parfait Ndom. On poursuit avec le docteur Eboutou. Oui, docteur Eboutou, diviser pour mieux rien, c'est cette politique qui nous a toujours été imposée par l'Occident, en Afrique en général, et plus particulièrement en République centrafricaine. Aujourd'hui, la République centrafricaine veut se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Cette loi fondamentale est-elle une manière de redorer le blason d'un peuple uni et indivisible? Assurément. Assurément. Une constitution, c'est une loi fondamentale. Et une loi fondamentale, c'est la mère des lois. Elle vise justement à fédérer, à unir et à créer un consensus pour regarder ensemble vers la même direction. Et j'ai bien aimé la formule de mon aîné, Parfait Ndom, tout à l'heure, qui convoquait une image. Il parlait d'exorcisme collectif. Vous savez, si on mobilise une lexicologie spiritiste, on dira que l'exorcisme, dans certains milieux, ce n'est pas souvent de façon monocentrée. C'est-à-dire que vous vous retrouvez devant un prêtre, c'est le prêtre qui vous impose les mains, c'est lui qui prononce des paroles parfois tirées de quelques livres sacrés pour retirer des démons. Et si on transpose ce qu'il voulait dire tout à l'heure dans la République, ou dans une lecture un peu plus civile, on verra très bien qu'aujourd'hui, les démons ici peuvent être exprimés ou alors mobilisés dans le sens de rappeler les crises multiples qui ont souvent été vécues ici. C'est-à-dire que c'est un pays, quand on parle d'État, ici, j'ai souvent rappelé la littérature mobilisée pour parler de la Centrafrique. État failli, État fantôme, quasi-État, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont ces démons-là. Alors, comment faire pour ne plus avoir ces mêmes démons? C'est ça qu'il voulait parler. Donc, ici, là, la différence de le lexique, ou donc la lexicologie spiritiste, on peut mobiliser plutôt une autre lexicologie qui est plutôt duale ici. C'est-à-dire que ce n'est plus le prêtre qui est en face et qui, en fait, devrait vous imposer les mains ou alors de l'eau bénite pour chasser les démons. C'est plutôt un jeu dual, c'est-à-dire qui doit aller du peuple vers ses hégémons. C'est-à-dire que ce n'est pas le président Touadéra, en tant qu'hégémon ici, lui seul qui doit se livrer à l'exercice de chasser les démons. Ce n'est pas lui qui doit être le véritable spiritiste ici. Les spiritistes ici doivent être à la fois l'hégémon central, mais également le peuple. Et en cela, donc, ce jeu doit être accepté par tous. Et il ne me semble pas qu'il y ait meilleur exercice que celui de l'approche référendaire.
qui est une consécration ou l'expression d'une démocratie directe. Et la démocratie directe, dans le sens du référendum, ici, consacre ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent aller en masse et par leur nombre doivent exprimer justement leur volonté de manière à ce que sémiotiquement, qu'ils envoient des signes à ceux qui regardent pour se dire effectivement, c'est l'expression de leur volonté. Hein, ce n'est pas une démocratie électorale. Oui. Et en cela, donc, on pourrait, pour ceux qui vont regarder cela dans les communautés internationales, se dire effectivement que cette histoire-là, c'était l'expression collective et cela peut rentrer en accord avec le discours tenu, le postulat discursif qu'on a entendu ici depuis longtemps, à savoir que, en fait, ce projet constitutionnel n'est que l'expression d'une volonté populaire qui a été exprimée par un député, qui est l'émanation directe d'une partie de la population et qui l'a portée. Et les hégémons ici ne l'ont que saisi pour en faire la trame. Donc, je crois que je réponds à votre question pour dire que oui, il s'agit là effectivement d'une dynamique, mais qui est une dynamique duale, hein, qui n'est pas monocentrée, qui va dans le sens de l'accompagnement du point de vue des autorités ici, mais qui est d'abord l'expression d'un peuple qui voudrait aujourd'hui effectivement s'exprimer, qui voudrait aujourd'hui s'autodéterminer à partir d'un outil qui est un outil consensuel du point de vue du cadre organique d'un pays, à savoir la mère des lois, la Constitution. Et qui confirme justement la maturité de ce peuple qui a longtemps été infantilisé. En effet, qui vient confirmer cela, et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons, nous l'avons dit le long de nos émissions ici, qu'il n'y a pas mieux ou alors meilleure posture qui pourrait être expliquée à ce peuple-là que par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux aujourd'hui qui connaissent exactement ce qu'ils veulent. Le travail que nous faisons est davantage un travail protreptique, c'est-à-dire d'accompagnement, qui vient mobiliser d'autres arguments pour les mettre à l'actif de ceux-ci, pour leur dire, vous êtes sur la bonne voie, allez-y, et nous pensons que les autres ont épouser ce chemin-là et ils sont à certains niveaux et aujourd'hui si vous embrassez ce chemin-là, je crois que cela va également aller dans ce sens-là. Vous savez, notre maître, Kwame Nkrumah, en parlant de ces questions-là, dit que le meilleur moyen de renforcer une souveraineté ou alors de sortir de l'enclos néocolonial, c'est la sécurité. Ça, c'est ce que Kwame Nkrumah dit. Et ici, quand vous regardez, vous écoutez Ndom, en réalité, pour les défis de la Centrafrique sont connus. Mais il se résume en un mot, c'est la sécurité. Il faut renforcer l'État, il faut créer un cadre sécuritaire étatique, parce qu'on ne peut pas parler de la Centrafrique. Tout ce que nous disons là, s'il n'y a pas une solidification institutionnelle, on se retrouvera encore à réveiller les vieux démons. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, il faut travailler justement à rendre consensuel le processus qui se fait. Et si c'est consensuel, il me semble que si chacun se reconnaît en ce qui va être mis en application, il me semble que dans les jours à venir, on pourrait enfin être délivré de ces démons-là, et ce ne sera pas seulement à l'avantage du prêtre qui pourrait se vanter d'avoir chassé les démons, ce serait à l'avantage du prêtre et du fidèle. Vous voyez, on est là dans une lexicologie spiritiste. Parfait, Ndom, moi j'ai bien, merci, parfait. Vous êtes homme politique, vous suivez de bout en bout l'histoire politique en Centrafrique. Tous les 10 ans, c'est une nouvelle guerre qui s'annonce. Alors, nous sommes à la veille d'une consultation populaire. Quel est le message clé, selon vous, qui doit être adressé par le numéro 1 centrafricain pour rassurer les Centrafricains que malgré ces zones de turbulence que le pays a traversées, cette fois-ci, on peut lever les verrous définitivement? Peut-être en 2 minutes, parce qu'on rappelle que dans 8 minutes, on aura le discours. Okay, et on va permettre aussi aux autres panélistes de dire aussi un mot avant le discours. Non, oui. Je serai bref. Je pense que la parole ne veut pas mettre... bon, bref. Non, écoutez, sincèrement, tout dépend du peuple centrafricain. Oui, tout à fait. C'est eux qui ressentent dans leur chair, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur trip, dans leur cerveau. Ils savent très bien ce qu'ils ont vécu. Ailleurs, la balle est dans leur camp. Oui. Veulent-ils continuer à demeurer dans cette espèce de trou noir, vraiment, qui a une violence, d'une barbarie, d'une sauvagerie est incroyable quand on parle de leur histoire, ou bien veulent-ils sortir de ce trou noir pour faire face à la lumière et enfin compter comme peuple libre et souverain? C'est à eux, n'est-ce pas, de décider. Comme disait, nul ne peut faire votre propre bonheur contre votre propre consentement. C'est impossible. C'est à eux de couper ce, n'est-ce pas, ce nœud gordien et s'envoler vers les espaces des horizons de liberté, de démocratie, de bien-être, etc.
Merci à vous, Passion Parfendom. Est-ce que les démons de la Centrafrique seront chassés? Vous empruntez les mots, exorcisés, empruntez les mots du docteur Eboutour. Je pense que les chrétiens sont très bien à l'aise. Ce soir, rapidement, docteur Yamb, peut-être avant, en quelques minutes, hein, on essaye de dire, hein, on espère en tout cas les points qui pourraient être, qui devraient peut-être être énoncés ou touchés du doigt dans ce discours du président de la République. À quoi est-ce qu'on devrait justement s'attendre? Difficile de deviner ce dont parlera le président, mais je crois qu'il a donné des pistes. C'est important maintenant. Oui, oui. Je crois qu'il a donné des pistes le 10 juillet dernier. Ah oui, lors Il a donné un certain nombre de pistes et je crois que il sera certainement très utile qu'il rappelle l'importance même de cette constitution, de cette nouvelle constitution. Oui. Ce serait important qu'il dise aux Centrafricains comment cela va provoquer une rupture entre l'ancien Centrafrique et le nouveau Centrafrique. Oui. Et cela va passer par le fait que pour construire la sécurité que tout le monde appelle, il faudra un travail économique extrêmement important pour donner les moyens de cette sécurité. Et je crois que c'est ces environnements-là qu'il devra explorer aujourd'hui pour faire rêver les Centrafricains. Parce qu'au-delà de rassurer, de créer, de rappeler l'inclusion et de pouvoir rassembler les Centrafricains, il faudra leur donner un horizon, une perspective. Oui. Et voilà, j'espère que ce sera fait. Président Matomba, avant, bien sûr, ce discours, on a encore 5 minutes pour prendre le discours du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Peut-être, c'est vrai qu'on attend le discours qui va nous permettre de peut-être rentrer encore un peu plus en profondeur. Mais voilà, vos attentes peut-être. Oui, avant mes attentes, oui. Je voudrais souligner un fait. Allez-y. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la campagne médiatique qui est aujourd'hui menée contre le Centrafrique. Tout à fait. Au niveau international et qui a pour seul argument le mandat. La question que je voudrais poser, bon, je ne sais pas, je ne vous la pose pas, je pose à tous les Centrafricains la question de savoir qui a, n'est-ce pas, le droit d'organiser un référendum dans un pays. Oui. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en réalité, lorsqu'un président en fonction, avec les textes et les lois du pays, lui confère le pouvoir d'organiser un référendum, se lance dans l'organisation du référendum, oui. On dit non, il le fait parce qu'il veut rester au pouvoir. Je voudrais rappeler quelque chose, Madame Siké et Monsieur Bissau. En 2016, au Sénégal, il y a eu une modification constitutionnelle. En 2018, le président Macky Sall écrivait un livre dans lequel il disait, malgré la modification constitutionnelle, malgré le fait que je sois éligible à un autre mandat, je ne serai pas candidat en 2024. Il écrivait un livre. En 2019, il prononçait un discours dans lequel il disait, je vais en campagne, mais c'est mon dernier mandat. Tenez-vous tranquille. En 2023, on lui a sorti, la classe politique, les médias nationaux et internationaux lui ont sorti et ont argumenté que le monsieur s'apprêtait à se présenter pour un troisième mandat. Là, on ne parlait pas de modification constitutionnelle puisque c'était déjà fait depuis. Oui. Mais on a mis la question du troisième. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est cette manipulation médiatique des consciences qui est faite à travers les médias et les hommes politiques. Les gens ont oublié qu'il a écrit tout un livre où il disait « Je ne serai pas candidat ». Mais les hommes politiques, certains hommes politiques ont agité le spectre d'un troisième mandat. Et pourtant, la loi lui conférait le pouvoir d'être candidat. On va au Mali. Oui. Il y a un référendum constitutionnel. Les militaires ou alors au pouvoir disent « Cette constitution ne garantit pas la sécurité du pays, on doit modifier ».
ils lancent la modification, le référendum. On dit ils modifient parce qu'ils veulent rester au pouvoir. On est en Centrafrique. Il y a une modification, un référendum. On veut lancer, n'est-ce pas, la modification constitutionnelle, si vous voulez, de la loi fondamentale. On dit c'est parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et ce sont les mêmes. Les mêmes éléments de langage sont utilisés par les mêmes. En réalité, parce qu'on veut vous dire qu'il ne faut pas aller vers, n'est-ce pas, la modification, vers les référendums, parce que vous devez rester prisonnier, n'est-ce pas, de ce que les autres veulent de votre pays. Merci à vous, Président Matomba. Je pense que l'heure est donc arrivée. Il est exactement 20 h en heure locale ici du côté de la République centrafricaine et on va écouter tous ensemble le discours du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. 2023. Alors, quels sont les points saillants ou les mots-clés que nous pouvons retenir en substrat de ce discours éloquent du président de la République? C'est l'objet de l'entretien avec nos éminents interlocuteurs sur la table. Nous allons donc ouvrir le bal de cette discussion avec Dr Eboutou, qui vous inspire le discours du chef de l'État à la veille du lancement de la campagne référendaire. Président de la République, que ce soit à son prologue ou à l'épilogue de son propos discursif tout à l'heure, on voit très bien que la trame architecturale est restée sur justement les faits saillants, notamment du point de vue des innovations qui sont contenues dans le nouveau projet constitutionnel. Et de ce point de vue-là, on voit très bien qu'il en a mobilisé quelques-unes des principales innovations, que ce soit la nouvelle chambre des chefs traditionnels, que ce soit le verrou limitatif du nombre de mandats à la tête de la République qui a été levé, que ce soit la question de la binationalité, que ce soit la question effectivement de l'exclusivité du sous-sol, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de faits qu'il a soulevés de son point de vue pour expliquer les innovations, le caractère innovant de ce nouveau projet de loi fondamentale. Et cela vient simplement nous renforcer dans notre postulat analytique, tout ce que nous disions tout à l'heure, pour non seulement saluer cet aspect pédagogique-là et reconnaître qu'effectivement, il y a une trame qui est aujourd'hui mobilisée, qui va dans le sens de voir que nous avons un homme, un hégémon, qui lui-même croit en ce que la Centrafrique ne peut marquer son décollage qu'à partir de ce texte fondateur-là qu'il propose aujourd'hui à la nation centrafricaine tout entière. Et cela me permet, moi, personnellement, de revenir sur un discours fort intéressant qu'il a prononcé et dont j'ai reconnu quelques bribes dans cette sortie qu'il a prononcée en mars dernier. C'était au sommet de Doha, un discours qui a été très repris, parce qu'il a, je crois d'ailleurs que c'était le discours qui a été très salué de ce côté-là, le discours sur les pays moins avancés, le sommet des pays moins avancés à Doha en mars dernier, où il rappelait qu'il y a aujourd'hui une tendance géopolitique qui est en lien avec la spoliation dans son pays et qu'aujourd'hui il travaillait à ce que son pays sorte de cet enclos de l'exploitation infinie. Et vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments de langage qui sont sortis, qui vont dans le sens de condamner cette posture-là, mais également prendre un engagement qui fait office de serment pour sortir de cette logique de la spoliation sauvage qui embrigade ce pays. Et aujourd'hui, qu'on connaît un peu la trame qui anime le président de la République, qui est aujourd'hui la principale vitrine de ce nouveau projet constitutionnel, il me semble qu'il donnait là le prétexte maintenant aux différentes opinions. Je parle des opinions publiques aujourd'hui qui sont encore en discussion, et je fais référence ici à l'opinion politique, une certaine opinion politique, parce qu'on a bien suivi le 10 juillet dernier une bonne faction de l'opinion politique de l'opposition qui, elle, avait déjà pratiquement pris fait et cause pour ce nouveau projet constitutionnel. Mais quand on a continué à scruter, on voit très bien qu'il y en a encore qui ont besoin encore d'être, d'être mis au courant, mettre au parfait train de ce qui se fait en termes d'idéal qui doit être porté, postulé par ce nouveau projet constitutionnel. Donc, il me semble que, voilà, le train est lancé, voilà, le ton est donné. Maintenant, que faut-il faire? Il faut espérer que ce ton qui a été donné sera bien accueilli par les différentes factions, des couches sociologiques, des couches politiques, des différentes couches de ce magnifique pays-là, pour que, voilà, le 30 juillet prochain,
qu'elles aillent, ces couches-là, s'exprimer et donnent sens à la démocratie participative. En tant que spécialiste également des questions, on va dire quoi, juridiques, si je me trompe. Relations internationales. Internationales, oui, un peu de droit aussi. Docteur Eboutou, on se rend compte également que dans ce discours, il y a aussi des questions justement juridiques qui ont été des incompréhensions, je vais le dire comme ça, juridiques qui ont été soulevées, ces incompréhensions qui ont d'ailleurs animé à un certain moment ici la vie politique de ce pays. Le président de la République est revenu sur un certain nombre de points, en tout cas conformément justement à son projet, à ce projet de nouvelle constitution. Oui, effectivement, et l'un des points sur lesquels il semble qu'il y a eu une incompréhension dans la vie sociopolitique aujourd'hui, c'est celui relatif à la binationalité. Et on voit très bien qu'il n'est pas allé puiser loin pour se lancer dans des dédales juridiques sans terme, pour rappeler que la question de la binationalité est tranchée depuis la Constitution de 61, et il est allé même plus loin, en rappelant qu'il y a aujourd'hui des États qui sont pris à modèle, qui sont pris à référence. Il ne les a pas cités nommément, mais on voit bien d'où il voulait nous attirer notre regard pour rappeler que ces États aujourd'hui ont tranché avec le caractère souverainiste de ces États-là et ne lésinent sur aucun moyen pour définir un cadre exclusif en ce qui concerne la participation de certains des candidats à certaines fonctions suprêmes. Et aujourd'hui, il rappelle que si, effectivement, cette législation est ferme et exclusive à ce niveau-là, elle laisse sous d'autres fonctions électives. Il a rappelé par exemple les fonctions de député, par exemple, et les fonctions électives au plan local. Il a rappelé qu'à ce niveau, la question de la binationalité ne se pose pas. On a besoin nous imaginons, et on l'a dit ici, qu'à ce niveau, il a certainement imaginé qu'on a besoin des expertises qui devraient accompagner, qui devraient se mouvoir de ce côté-là pour justement implémenter leur savoir-faire qu'ils ont recueilli ailleurs, à certains secteurs d'activité. Mais au niveau de ce qui donne sens à la souveraineté d'un État, c'est-à-dire qu'à la magistrature suprême, il est resté ferme. Et cette fermeté-là, je crois qu'il a simplement rappelé, elle n'est pas de lui à proprement parler, c'est-à-dire que le débat qui peut être mobilisé aujourd'hui pour dire que c'est un discours ou alors c'est une posture qui est un peu mis dans le sens de la politique politicienne et qu'il voudrait tirer des avantages à son niveau, il tranche tout de suite en rappelant que c'est une question qui est discutée depuis 61. Mais sauf que il y a eu une génération d'institutionnels ici qui n'ont pas trouvé intérêt à exhumer cela. Et aujourd'hui, il semble seulement rappeler que cela sera ferme. Mais que, voilà, pour le reste, il assume la paternité de ce qui sera fait. Et de mon point de vue, je crois que c'est un discours qui mérite simplement, avec un regard objectif, qu'on regarde les différentes évolutions institutionnelles, les réformes institutionnelles qui y sont apportées, et notamment la plus-value qu'elles auront du point de vue de l'impact économique, social et même dans les villes les plus reculées, pour voir effectivement ce que cela pourra apporter en termes de plus-value dans la destinée collective de ce pays. Merci à vous, docteur Eboutou. Docteur Yamb, alors votre impression, vos impressions après ce discours du président de la République? Je crois qu'on a entendu un discours dense, extrêmement dense, qui a porté sur la quasi-totalité des titres et des chapitres du projet de constitution. Mais je voudrais je vais retenir 2 ou 3 choses extrêmement intéressantes. La première, c'est que de manière générale, ce projet, le discours présidentiel nous annonce en fait un nouveau paradigme, une nouvelle configuration de la vie politique en RCA, quelque chose de plus inclusif, quelque chose qui donne à chaque Centrafricain la possibilité et la liberté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir participer à la vie politique. Ce sera un jeu politique ouvert. Et je crois que ça, c'est très important dans le cadre des efforts de réconciliation, de paix et de pouvoir ramener tous les Centrafricains autour de l'idéal qu'ils partagent d'ailleurs tous. Parce que j'imagine qu'ils ne se battent pas pour quelque chose d'autre que le Centrafrique. Donc il y a ce premier élément que j'ai retenu et j'ai bien compris que dans le cadre de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la préparation de ce référendum, il est important que le peuple lui-même s'exprime. Parce que la démocratie, généralement, elle est représentative, mais ici, elle sera directe. Ce sera une expression directe. Et pour cela, il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule personne qui se rétracte, qui hésite, qui ne vienne pas. C'est ouvert, tout le monde peut venir voter. Et pour cela, il souhaiterait que
tous ceux qui organisent la campagne, qui conduisent la campagne, comme tous ceux qui sont contre, comme tous ceux qui sont pour, qu'ils puissent agir dans la paix, dans le calme, dans la concorde et puis dans la confraternité et dans la concitoyenneté qui permet à tous d'échanger et de bien comprendre que le destin du pays est entre les mains de tous. On comprend fort bien que tout cela vise à préparer déjà les Centrafricains à travailler ensemble. À les préparer à travailler ensemble parce qu'on ne brise pas les chaînes de sous-développement seul ou en excluant un groupe. On ne développe pas toutes les régions seules ou en excluant certains groupes. On ne peut pas tirer profit des richesses du sol et du sous-sol du Centrafrique en les confisquant pour certains et en excluant d'autres. On ne va pas construire la paix, la stabilité, la sécurité de ce pays sans tout le monde. C'est avec tout le monde que cela va se faire parce que l'objectif d'émergence, de prospérité ou d'avenir radieux ne sont pas des choses pour quelques Centrafricains. Pour les opposants ou pour ceux de la majorité présidentielle, c'est pour tous les Centrafricains. Et cela invite naturellement à beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, d'où la question fondamentale, par exemple, de la nationalité, ou par exemple celle liée à la Cour constitutionnelle qui devient le Conseil constitutionnel. Oui. La question de la nationalité est particulièrement importante parce qu'il s'agit de protéger la patrie. Vous ne pouvez pas protéger une partie, vous ne pouvez pas protéger une patrie en ayant l'obligation d'en protéger une autre. Soit vous la protégez et vous êtes concentré sur sa protection, soit vous êtes dispersé entre différentes patries et finalement vous ne protégez aucune autre. L'indépendance du pays doit être défendue par des personnes qui sont restées les fils du pays uniquement et qui ne peuvent pas être en train de défendre l'indépendance de plusieurs pays à la fois. Et cela permet d'éviter les conflits d'intérêts. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Et l'un des gros problèmes auxquels on est confronté très souvent dans beaucoup de pays en Afrique, c'est ces conflits d'intérêts. Personne n'imagine Vladimir Poutine dans un conflit d'intérêts entre la Russie et un autre pays, ou son chef d'état-major entre la Russie et un autre pays, ou son ministre des Affaires étrangères entre son pays et la Russie et un autre pays. Ce n'est pas possible. Et donc, cela doit être compris. Par contre, la place reste ouverte pour tout le monde. Il peut y avoir comment dire, les gens peuvent encore renoncer à leur deuxième nationalité. Le président l'a dit. Et donc, en fait, ceux qui pensent que cette constitution contient des dispositions qui les excluent, non. Le président vient de rappeler que ceux qui ont 2, 3, 4, 20 nationalités peuvent tout simplement renoncer à toutes ces nationalités, redevenir uniquement centrafricains et pouvoir donc compétir à toutes les élections, postuler pour devenir président de la République ou à tous les postes sensibles du pays. Merci à vous, docteur Yamb. Je poursuis avec Passion Parfendom. Alors, le président Faustin Archange Touadéra a parlé de ce rêve. Bien sûr, le rêve d'une république centrafricaine. On parle d'un pays stable, jouissant de ses richesses, de son sol, de son sous-sol. Et il dit, pour traduire ce rêve, je vous propose ce référendum constitutionnel. Je pense que le président Touadéra a d'abord commencé à rappeler certaines évidences. Oui. La première évidence, c'est quoi la Constitution? Tout à fait. Oui. Et puis, il y a un débat récurrent, n'est-ce pas, surtout dans notre espace. On veut faire des constitutions, des espèces de totems intouchables. Oui. Or, nous sommes dans des époques différentes. Il y a des évolutions de notre société, il y a des dynamiques qui traversent notre société. Et il faut s'adapter. Il faut absolument s'adapter à ces dynamiques, à ces évolutions et ne pas être figé dans le temps, dans l'espace, avec une mère de loi qui, elle, doit participer à donner les conditions maximales, n'est-ce pas, pour l'évolution socio-économique et culturelle d'un pays et des individus. Donc, on nous rappelle que toute constitution est appelée à être retoqué. Il n'y a pas de quelque chose qui est signé là-dedans. Même les États-Unis, quand vous regardez très bien, il y a les débats qui reviennent. Les débats aujourd'hui, par exemple, sur la question de cet article qui consacre le port d'armes à chaque citoyen américain. C'est l'un des débats clés aujourd'hui dans ce pays. Donc, on ne peut pas penser que parce qu'une constitution a été rédigée, donc elle prend une valeur biblique. Le peuple qui l'a fait peut la défaire, comme il a dit. C'est même ça le rôle premier de la souveraineté de ce peuple. Et il revient là à une évidence. La souveraineté du peuple. Et il dit, le peuple est dessus de tout.
le peuple est au-dessus de tout. C'est le peuple qui décide, qui donne, qui monte de cap, qui monte d'horizon et qui fixe l'horizon indépassable pour lui, ce propre peuple-là, et non quelqu'un d'autre. Donc à partir de ce moment-là, les débats sur une constitution qu'on ne toucherait pas parce que non, ça c'est réglé. Alors, et il a remis sur la sellette la question de la souveraineté de l'État. Tout à fait. Il a insisté sur la question de la souveraineté de l'État. Et il dit que rien n'est au-dessus du peuple souverain. Oui. Rien n'est au-dessus du peuple souverain. Aucune convention, aucun traité, aucun accord, rien. Aucun arrangement politique, aucune tentative d'assujettissement d'un peuple à vitam aeternam, rien. C'est le peuple souverain seul qui décide. Il faut bien que et les Centrafricains et surtout nos prétendus partenaires naturels puissent le comprendre aisément. J'ai aussi vu le pédagogue en ramenant l'âge, n'est-ce pas, électoral, de pouvoir briguer à un mandat législatif à 18 ans, 18 ans. Et celui de président à 30 ans, et répondre à une question que nous avons mis sur cette table lors de nos différents débats. On a nous-mêmes dit que le peuple centrafricain, ce pays-ci, la jeunesse est près de 60% de la population. Vous ne pouvez pas être, soi-disant, un démocrate et ne pas tenir compte de ces réalités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement que vous devez accorder un pan du pouvoir à ceux qui sont majoritaires dans votre propre pays. Donc en ouvrant cette perspective-là, où on peut postuler à un mandat législatif à l'âge de 18 ans, parce qu'on estime que cette population jeune a aussi droit à la parole, doit aussi contribuer, n'est-ce pas, à être l'un des constructeurs du cadre législatif à l'animation politique. Alors, pour 30 ans aussi, c'est quand même quelque chose de formidable. Présidentiel, une fois de plus, on revient toujours on est déjà majeur. On est majeur. Et on nous dit, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de diriger le pays, parce que le pays, c'est vous. En attendant que peut-être un jour la République centrafricaine puisse vieillir, comme on le voit un peu dans les États vieillissants d'Europe et je ne sais pas où encore. Alors, et troisièmement, là, j'ai aimé le charme. L'une des questions sur laquelle, autant pour moi, s'est figée l'opposition, c'était la question de la double nationalité. Tout à fait. Il a bien rappelé. Tout à fait. C'est-à-dire, non seulement il ne ferme pas complètement l'exercice de certaines fonctions à ceux qui ont la double nationalité, ne l'oublions pas, mais au niveau des institutions, je l'ai dit, basses, en tout cas pas la haute majorité, qui ne concentrent pas entre eux la légitimité première du pays, il leur donne quand même la possibilité, malgré la double nationalité, de pouvoir postuler à certains, comme c'est le cas, à certaines élections. Les élections nationales. L'élection suprême, celui de chef de l'État, il faut être de nationalité centrafricaine. Et là encore, il ouvre encore la vanne. Il dit, ceux qui ont plusieurs nationalités, il leur suffit d'avoir un contrat avec le peuple en renonçant à leur seconde, troisième, quatrième, bien cinquième nationalité pour pouvoir évidemment participer en tant que candidat à l'exercice. La main reste tendue. Mais non, ce n'est pas la main, c'est les vannes qui sont complètement ouvertes. C'est l'écluse qui est relevée pour permettre à tout le monde justement de pouvoir compétir de manière égale comme les autres citoyens de ce pays. Et maintenant, je sors par là. Ce qui m'a beaucoup plus frappé aussi, c'est l'homme que ce projet met au centre de tout. Le président de la République met l'homme au centre de tout, de ses préoccupations premières. Et il appelle à une participation massive pour justement consacrer la vision qu'il a, le souci qu'il a, le vœu qu'il a, mais surtout l'amour profond qu'il a pour l'homme centrafricain, pour qu'enfin cet homme-là puisse être un homme qui compte comme valeur sûre dans l'espace africain que nous traversons. Et je pense que sans embâche, il a donc appelé à voter pour le oui. Et le vote pour le oui, c'est aussi une manière pour le président de prendre parti, de dire que si c'est ce que je vous ai proposé, parce que j'estime que c'est la meilleure proposition. Donc il s'est mouillé pour une fois, avant cette campagne, pour dire que je vous propose quelque chose dont j'estime qu'elle va vous apporter le bonheur, la stabilité, la paix, mais surtout le développement et l'épanouissement général. Président Matomba, le président de la République dans son laïus, a rappelé à la communauté, à ses compatriotes, que voter oui, c'est une manière de briser définitivement la pauvreté et la misère en République centrafricaine. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez,
Le chef de l'État, comme je vous le disais d'entame, l'adresse du chef de l'État est sacrée. Donc il faut être concentré pour mieux comprendre, pour pouvoir décrypter ce que le chef de l'État dit. Moi, j'ai entendu un chef de l'État, un père de famille, qui a parlé surtout d'une solution durable. Durable pour le développement du pays. Ça veut dire qu'il est parti du postulat selon lequel, depuis toujours, les solutions trouvées aux problèmes du Centrafrique ne sont pas des solutions durables. Ce sont des solutions, si vous voulez, partielles. Ce sont des solutions superficielles. Oui. Mais là, il dit, ce projet qui vous est présenté est une solution durable pour la stabilité, et il va jusqu'à citer la stabilité, le développement, l'émergence du pays. Et vous savez que quand on le dit, ça veut dire qu'on parcourt tous les secteurs. C'est la sécurité, c'est l'économie, c'est la santé, c'est l'éducation. Ouais. Ce sont tous les secteurs de la vie qui animent un pays qui sont concernés. Donc ici, le chef de l'État dit, ce projet de constitution est une solution durable pour l'émergence du pays. Et il invite donc les Centrafricains, n'est-ce pas, à voter pour ce projet, à voter le oui pour ce projet. Mais il va plus loin. Il dit, dans ce projet, il y a la consolidarisation de la pluralité politique. Ça veut dire qu'en réalité, les partis politiques vont continuer à s'exprimer librement, évidemment, selon l'encadrement de la loi, l'encadrement de la loi, mais pourront exercer selon les textes de la Constitution. Ça veut dire qu'ils ne ferment pas la porte à l'existence de la pluralité des partis politiques, à l'existence des partis politiques ou à des voix dissonantes. Parce que c'est même très dangereux quand toutes les voix disent oui, 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 oui. Il faut aussi des voix qui disent non, 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 non. Donc ici, il dit, les partis vont continuer à exister. Ils vont continuer à s'exprimer. Les partis vont continuer à animer la scène politique. Oui. D'ailleurs, si aujourd'hui tel parti est au pouvoir, qui dit que tel parti ne serait pas au pouvoir demain, puisque toutes les lois concernent tous les citoyens et tous les partis. Alors, il va plus loin. Et là, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, quand il parle de la chambre des chefs. Mais il dit qu'il faut conserver la culture et nos traditions. Oui. C'est le panafricanisme qui parle. Le panafricaniste, le président Faustin Touadéra Akange qui parle là, qui dit nos traditions, nous devons les conserver, notre culture, nous devons les conserver et nous empêcher cette domination occidentale. Vous voyez, quand vous écoutez ce discours, vous dites, tiens, il a fait le tour, il n'est peut-être pas revenu dans les détails du diagnostic, mais il vous dit, voici les solutions. Et les solutions, je les ai résumées en ceci que je vous présente aujourd'hui. Allons vers ce chemin et nous verrons comment le développement de cette région, et là il a insisté là-dessus, c'est-à-dire un développement équitable des régions, se fera à partir du moment où cette constitution, si vous voulez, ce projet de constitution est adopté et que, n'est-ce pas, il est mis en application. Mais il est revenu encore sur une garantie, que cette constitution garantit une véritable souveraineté. Celle-là même qui a été usurpée, celle-là qui a été volée au Centrafrique depuis toujours et celle-là qui empêche le Centrafrique jusqu'à l'heure, jusqu'à présent, de se développer. Mais il n'a pas que dit cela. Il a aussi avisé les citoyens en leur disant qu'on ne vous enferme pas dans un débat stérile des élections futures. Parce qu'aujourd'hui, pour essayer d'effacer ou de fermer ou de cacher ce qui se trouve dans la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? On veut enfermer les citoyens dans un débat stérile. Le mot stérile a toute sa place. Parce qu'on veut leur dire, non, c'est à cause des élections pour un troisième mandat qu'on modifie la Constitution, qu'on va au référendum. Non, c'est un débat stérile puisque l'heure n'est même pas encore aux échéances électorales présidentielles qui arriveraient. Et le président n'a même pas dit qu'il pense, n'est-ce pas, être candidat à ces élections. D'où ma première intervention tout à l'heure. Finalement, qui a le droit, n'est-ce pas, de présenter un projet de référendum au peuple? C'est un homme qui reçoit le pouvoir de ce peuple-là,
qui a le droit de le faire. Et c'est ce qui est fait. Il a donc invité les uns et les autres à voter, bien évidemment, le oui, pour tous ces éléments, parce que ça consolide le développement, la paix et la stabilité du Centrafrique. Merci pour votre analyse pointue. Je me dirige vers Dr Eboutou. Tout à l'heure, le président de la République a exhorté tous les médias, sans exclusif, qui constituent le courant de transmission des messages, à être des relais auprès de la communauté. Quel rôle doivent jouer les professionnels des médias durant cette élection référendaire? Mais vous savez, le positionnement éditorial des médias dépend des sensibilités qui sont politiques, qui sont économiques, qui sont même contextuelles. Et il me semble que là, vous vous interrogez par rapport au rôle direct des médias au niveau local. Il me semble que c'est celui d'accompagner, c'est celui de s'inscrire dans la pédagogie. Et c'est celui justement de rappeler qu'il s'agit d'amener le peuple à jouer son rôle, celui d'acteur, pour discuter d'une question sensible comme celle de la Constitution et celle de donner sens à la démocratie participative. Et donc le débat, à mon avis, doit aller dans ce sens-là. Et c'est votre rôle donc d'inviter les uns et les autres à aller massivement le 30 juillet prochain voter pour donner sens et amener les autres pays qui nous regardons ce jour-là à braquer des projecteurs positifs sur ce pays en leur disant effectivement c'est le peuple qui a tranché et pour une fois alors la Centrafrique pourra donner du tournis à ceux qui pensent que les projecteurs qui sont braqués dans ce pays ne sont que braqués dans le sens de rappeler quelques horreurs. Et donc voilà votre rôle, celui d'enseigner, de sensibiliser et d'inviter les uns et les autres à prendre leur destin en main. Merci à vous, docteur Eboutou. Et effectivement, on rappelle que nous serons sur le terrain demain, à l'occasion du lancement de cette campagne référendaire. La télévision nationale, naturellement, mais aussi Forio Média Africa sera sur le terrain pour couvrir minute by minute ce lancement de campagne. On rappelle que les prochaines éditions ici, nous allons recevoir les différentes parties, justement, sur ce plateau de la télévision nationale pour discuter des points, des avis des uns et des autres, les orientations. En tout cas, ce sera bien sûr aussi avec votre concours, chers téléspectateurs, parce que vous le savez, vous pourrez aussi participer en direct à ces différentes éditions spéciales. Je pense que c'est la fin. Merci à vous, cher monsieur. Président Matomba, patient parfait d'homme, docteur Eboutou, docteur Yamb. Merci à vous de nous avoir suivis. On n'oublie pas l'équipe technique. Merci beaucoup pour la production, la réalisation de cette émission. Bissayo, bonne soirée. Bonne soirée, au plaisir de se retrouver très bientôt pour une nouvelle édition.